Sans plus attendre, je vais inviter Barbara Nicoloso et Yves Marignac à venir sur scène. Donc Barbara est directrice de l'association Virage Énergie et Yves Marignac est porte-parole de l'association Négawatt. Voilà, merci tous les deux d'avoir accepté de venir témoigner aujourd'hui et vous apporter un peu votre... Ah, le son a changé, non? C'est moi qui rapproche le micro. Ça fait de l'écho, là, ça ne le faisait pas. Vous m'entendez bien ou pas? Plus proche, comme ça, c'est mieux? Ouais. Donc en introduction un peu de quel est un peu le contexte de notre sollicitation à tous les deux, vous avez ici en fait deux illustrations. L'une, normalement ça fonctionne. Bon, en tout cas, bon, je vais le faire sans le boîtier. Donc vous avez à gauche un graphique qui représente juste le retard pris dans le développement des énergies renouvelables pour la France. Elle s'était fixé des objectifs en 2020, à l'horizon 2020. C'était en fait le paquet climat-énergie 3 x 20. C'était 20% d'efficacité énergétique, 20% de baisse des émissions de CO2 et 20% de développement des énergies renouvelables à l'horizon 2020. C'était dans les années 2008, ça avait été mis en place. Et la France, vous voyez, en rouge, est le seul pays à ne pas avoir atteint ces objectifs de développement des énergies renouvelables, là où tous les pays les ont atteints ou dépassés très largement. Donc c'est un des premiers constats. Et le second, c'est l'énergie primaire, c'est la consommation mondiale d'énergie primaire. Et vous voyez qu'effectivement, on peut se poser la question de la place de la sobriété finalement dans la situation actuelle de la consommation d'énergie, parce qu'effectivement on a encore donc charbon, pétrole, gaz qui domine dans cette consommation. Les énergies renouvelables se développent, le solaire notamment, mais effectivement on est toujours dans une demande en augmentation très forte. Et donc c'est un peu ce point de départ de notre interpellation à tous les deux, parce qu'effectivement Négawatt et Virage Énergie, c'est deux associations qui ont un point commun. Elles sont pionnières en matière de prospective énergétique. Vous avez établi des scénarios à l'échelle régionale et nationale, et aussi une approche méthodologique, c'est la démarche Négawatt qu'on présente plus, sobriété, efficacité renouvelable, qui a été reprise par tous les, on va dire, toutes les structures qui opèrent dans le secteur de l'énergie. Et donc effectivement, c'est l'occasion de vous demander où on en est finalement dans la trajectoire de neutralité carbone à l'horizon 2050, autant à l'échelle nationale, régionale, mais aussi un peu dans le contexte européen. Et notamment sur la filière solaire, bien évidemment, dans ce qui avait été imaginé à l'origine dans vos scénarios, quelle place était accordée au solaire. Finalement, est-ce qu'on est, on est sur la trajectoire? Voilà, en tout cas, je vous laisse la parole. Je t'en prie, Barbara. Merci, Guillaume. Vous m'entendez bien? Très bien. Alors en effet, tu parles d'atteinte de la neutralité carbone en 2050. On fête aujourd'hui les 20 ans de Solaire au Nord, donc on va faire un petit détour par le passé avant d'aller dans le futur. Donc Virage Énergie, c'est une association qui va aussi fêter ses 20 ans l'année prochaine. On est plusieurs structures en région, mais aussi en France à s'être créée au milieu des années 2000. C'est également le cas d'Enercop qui fête cette année ses 20 ans. Dans un contexte qui était très différent du contexte actuel. On ne parlait pas de neutralité carbone, on parlait d'atteinte du facteur 4 à l'horizon 2050. On avait aussi envie de mettre en place une transition énergétique parce que le pic pétrolier était là et qu'on allait faire face très rapidement à une pénurie de pétrole. On voit aujourd'hui que voilà, cette perspective de pénurie de pétrole, elle est assez loin dans les discours avec, pour rappel, l'Union européenne qui est en train de signer un accord pour 750 milliards de dollars d'importation d'hydrocarbures américains. Donc on n'est plus dans ce récit-là dominant. Et puis on était également en 2006 à l'aube du démarrage du chantier de l'EPR de Flamanville. Et Virage Énergie s'est notamment construit autour de l'envie d'élaborer des scénarios 100% énergie renouvelable, sans nucléaire. Et on voit bien aujourd'hui qu'en France, on est sur la relance du nucléaire. Donc le contexte est très différent. Virage Énergie a fait des scénarios pendant une dizaine d'années, donc à l'échelle du périmètre du Nord-Pas-de-Calais. Là aussi, dans nos scénarios, on n'avait pas identifié la fusion des régions.
Donc les chiffres que je vais vous donner là sont plutôt à une maille Nord-Pas-de-Calais. Et c'est surtout que pour Virage Énergie, il est très vite apparu qu'il était important d'avoir en effet une transition énergétique qui repose à la fois sur le développement des renouvelables, mais principalement sur des réductions de consommation d'énergie, donc sur le fait d'actionner le levier de la sobriété par des changements de comportement individuels et collectifs, et également de mettre en place une amélioration des techniques par l'efficacité en s'inspirant des travaux de Négawatt. Donc faire des scénarios de prospective énergétique dans les années 2000 et même 2010, on était assez peu à le faire en France, on était surtout des associations. Et depuis, la bonne nouvelle, c'est qu'on a aussi des institutions nationales comme l'ADEME, comme RTE, qui se sont mis aussi à faire des scénarios de prospective énergétique et qui ont aussi montré qu'atteindre un 100% énergie renouvelable en termes de production était possible. Donc on se sent aujourd'hui moins seul. Si on fait un zoom sur les questions de solaire, donc nous, ce qu'on disait en 2017, c'est qu'on projetait pour la région Nord-Pas-de-Calais, encore désolé, on n'avait pas anticipé la fusion, qu'en 2050, on serait à peu près 12 TWh de production de solaire photovoltaïque en région Nord-Pas-de-Calais. J'ai regardé les chiffres, donc en 2021 pour les Hauts-de-France, on était à 0,28 TWh, donc on est très très loin. Et donc ce qu'on projetait aussi à Virage Énergie, c'est d'atteindre cet objectif-là, mais par la mise en place de politiques européennes, nationales et régionales très fortes de soutien aux renouvelables d'une manière générale et en particulier au photovoltaïque, qui n'est pas advenu. Et c'est surtout, nous, ce qu'on projetait aussi, c'est de nouvelles formes d'organisation, de gestion de la gouvernance de l'énergie, avec beaucoup plus de relocalisation, avec aussi toute une réflexion sur qui produit quoi, comment on travaille non seulement la production sur l'habitat individuel, mais aussi sur le collectif, comment on donne accès aux personnes en situation de précarité aussi à une énergie renouvelable. Et donc toute cette dimension politique et sociale des scénarios de Virage Énergie qui étaient projetés, malheureusement, avec un certain nombre de stop and go, comme on l'a dit en introduction sur la réglementation liée à l'énergie, en particulier aux renouvelables, voilà, fait qu'aujourd'hui, ces trajectoires-là projetées en région ne sont pas tenues. Merci. Alors, Négawatt, effectivement, est une association qui est encore un peu plus ancienne, puisque on fêtera l'an prochain ses 25 ans, et qui, oui, a été pionnière dans le développement d'une prospective basée sur la sobriété, l'efficacité et le déploiement des renouvelables à l'échelle française. Je voudrais, avant d'en parler un peu plus, dire quelque chose quand même sur ce graphique à l'échelle mondiale, parce que il montre bien la problématique à laquelle on est confronté et que nos scénarios essayent de traiter. Ça a été dit. Ça montre deux choses. Ça montre le déploiement très fort de nos consommations d'énergie à travers les révolutions industrielles et tout le développement économique qui a suivi. Ça montre que ce déploiement s'est basé avant tout sur les énergies fossiles. Ça montre que le déploiement des énergies décarbonées reste beaucoup trop faible aujourd'hui. Il y a un biais néanmoins sur le volume avec lequel apparaissent l'éolien et le photovoltaïque, puisque leur contribution à notre consommation d'énergie est directement égale à leur volume en énergie primaire, alors que sur les énergies fossiles ou sur le nucléaire, il y a des pertes importantes. Mais même si on apporte ce correctif, ça reste très insuffisant. Et surtout, ce qu'on voit dans ce graphique, c'est l'addition des ressources énergétiques, c'est-à-dire que les nouvelles énergies décarbonées ne se déploient pas suffisamment vite pour venir remplacer les énergies fossiles. Et en fait, ce qui manque dans l'équation, c'est l'évolution de la demande. Et c'est pour ça, Guillaume, que tu disais, ça illustre l'absence de sobriété, l'absence de politique de maîtrise de la demande. C'est quelque chose qui vient maintenant dans les scénarios mondiaux, dans les scénarios européens, de plus en plus. L'importance des actions sur la demande pour atteindre nos objectifs climatiques, mais il y a eu clairement un retard dans la prise de conscience dans les scénarios. Et donc, clairement, et on y reviendra, l'atteinte de nos objectifs climat, mais plus largement d'objectifs de soutenabilité, ça passe par ces deux leviers. Déploiement de ressources énergétiques plus soutenables, et évidemment le photovoltaïque est en première ligne,
mais aussi action en efficacité et sobriété pour maîtriser le volume d'énergie dont on a besoin. Et c'est en prenant en tenaille par ces deux leviers les consommations d'énergie fossile qu'on atteindra nos objectifs. Et donc de ce point de vue-là, évidemment, tous les scénarios aujourd'hui sont convergents sur l'importance du déploiement des énergies renouvelables. Je vais juste donner quelques chiffres au niveau mondial sur le photovoltaïque. En 10 ans, depuis 2015, les capacités mondiales installées ont pratiquement été multipliées par 10. Et par ailleurs, on a connu depuis un peu plus longtemps que ça, disons à la fin des années 2000, une division par 10 des coûts du photovoltaïque. Donc c'est pas surprenant qu'aujourd'hui le photovoltaïque se déploie massivement, et clairement au niveau mondial, c'est la filière qui a le taux de croissance le plus important. On a installé l'an dernier 450 gigawatts de photovoltaïque dans le monde, c'est considérable, pour porter l'ensemble à un peu plus de 1100 gigawatts. On a parallèlement installé 115 gigawatts d'éolien avec un total à 1130 gigawatts. Et par comparaison, le nucléaire qui apparaît ici a progressé de 5 gigawatts l'an dernier avec un total d'environ 370 gigawatts dans le monde. Et donc, clairement, indépendamment du débat sur le nucléaire, factuellement aujourd'hui, ce qui tire la production décarbonée dans le monde, c'est le photovoltaïque et l'éolien. Et la bonne nouvelle d'une certaine manière, et on le voit notamment déjà en Chine, c'est que leur progression est maintenant se fait à un rythme suffisant pour aller plus vite que l'augmentation de la demande d'électricité, ce qui fait que enfin ces productions peuvent venir se substituer à des productions fossiles. Donc ça, voilà, globalement, c'est le paysage. Au niveau européen, on est sur les mêmes dynamiques, et en France, malheureusement, on est en retard, et c'est important de rappeler que de tous les pays de l'Union européenne, Royaume-Uni inclus, puisqu'il était engagé à l'époque, la France est le seul pays à ne pas avoir atteint effectivement son engagement renouvelable en 2020. Le moins qu'on puisse dire, et les politiques de stop and go sur le photovoltaïque, mais aussi sur l'éolien ont déjà été évoquées, c'est qu'on n'a pas progressé depuis. Et pourtant, le paradoxe, c'est que dans la prospective, on a au contraire intégré ces progrès des énergies renouvelables et ces progrès du photovoltaïque pour donner de plus en plus de place à cette filière. Et donc je vais aussi finir par des chiffres sur l'évolution dans le scénario négawatt. On a aujourd'hui une projection à 140-150 gigawatts de photovoltaïque en 2050 pour à peu près 170 TWh de production. On est, disons, dans la moyenne haute des scénarios ADEME, RTE, etc., puisque tout dépend du volume d'électricité que vous projetez, de la part de nucléaire que vous conservez, mais on est sur une multiplication de mémoire de 7 à 20 de la capacité photovoltaïque par rapport à 2020 dans tous les scénarios de neutralité carbone français, donc il n'y a aucun doute sur la nécessité d'accélérer. Mais ces 170 TWh qu'on projette aujourd'hui, enfin, dans notre scénario de 2021 en 2050, c'est intéressant de les comparer à ce qu'on projetait en 2003 lorsqu'on a fait notre premier scénario. Là, on était sur 63 TWh. Et à l'époque, on était au-dessus des meilleures projections officielles qui tablaient sur 40 TWh en 2050. Donc 63 TWh en 2003, je crois qu'on a juste monté à 65 dans notre scénario suivant en 2006. Et puis on est monté à 115 dans notre scénario de 2017, avec un point intermédiaire en 2011. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, on a réellement actualisé notre vision du potentiel par rapport à cette évolution générale. Et ça reflète en fait le fait que le photovoltaïque est aujourd'hui, parmi toutes les sources d'énergie renouvelable et décarbonée mobilisables, celle dont le potentiel apparaît le plus élevé. C'est-à-dire que le chiffre que je vous donne sur le scénario négawatt, en fait, il ne sature pas du tout l'estimation du potentiel, et on peut projeter une augmentation ensuite, alors que clairement sur l'éolien terrestre, par exemple, ou encore plus sur la biomasse, on arrive dans les projections à des points de saturation. Et donc ça veut dire qu'on était sans doute très optimiste par rapport aux évaluations qu'on pouvait faire il y a 20 ans, mais on est sans doute aussi beaucoup trop prudent par rapport aux évaluations qu'on fait aujourd'hui.
Merci. Moi, j'avais en tête, effectivement, c'était une multiplication par 10 à peu près du potentiel solaire dès l'année 2020, du scénario. Donc, effectivement, vous êtes au milieu en termes de projection par rapport au x8 ou x20 de tous les scénarios énergétiques. Donc, effectivement, c'est plutôt un scénario modéré en plus, en tout cas dans les projections, pour comparer à d'autres scénarios. Du coup, j'ai une seconde question à vous poser. C'est qu'effectivement, dans les perspectives, on est sur une intensification du recours à l'électricité, avec l'électrification des usages, notamment de la mobilité électrique. Donc, dans l'objectif de décarboner, effectivement, le recours à l'électricité serait plus important à l'avenir, mais ça soulève des problématiques du fait du stockage et son impact environnemental. Donc, notamment, Negawatt a réalisé une étude très récente. Donc, je crois que c'est un projet qui va se mener sur plusieurs filières, mais tu vas pouvoir l'expliquer, sur un rapport sur le lithium qui était paru en décembre dernier. Donc, c'est vraiment un focus sur cette ressource minière et savoir, qu'en est-il en termes de disponibilité, etc., d'impact environnemental. Et moi, je me pose une question qui est peut-être plus aussi à Barbara, c'est sur est-ce que c'est compatible avec une vision sobre, cette électrification des usages, là où effectivement, est-ce qu'on questionne pour autant la mobilité associée, etc. Oui, je vais commencer pour aller évidemment sur des conclusions qui vont dans le sens de l'importance de la sobriété. Donc, Barbara pourra rebondir là-dessus. Avant de parler du lithium en tant que tel et du rapport qu'on a fait sur le sujet, je voudrais souligner que dans l'approche prospective qu'on a développée, et c'est quelque chose que l'ADEME et RTE reprennent aussi aujourd'hui dans leurs préoccupations, on ne s'est pas seulement focalisé sur la question carbone et climat et même sur la question de la consommation d'énergie, et on a progressivement cherché à évaluer l'impact de la transition énergétique et de la décarbonation du point de vue des matières premières, avec deux préoccupations fondamentales, la préoccupation de l'impact de l'extraction de ces matières et la préoccupation de la dépendance française et européenne à ces matières premières, parce que c'est important de le souligner dans la période d'activation d'une compétition pour l'accès aux ressources, etc., assez folle au niveau géopolitique. L'Europe est quand même la région, parce qu'elle a eu de l'avance dans son développement, qui est aujourd'hui la moins bien dotée dans son sous-sol en ressources minières. Donc on a vraiment intérêt à être très vigilant là-dessus. Et donc dans nos scénarios, on a regardé comment on pouvait, parallèlement à la décarbonation, réduire l'empreinte en matières premières de l'économie française, et on arrive à une réduction d'environ 30%. On a aussi regardé quelle part prenait l'électrification et le développement des renouvelables dans cette trajectoire. Et la conclusion générale, avant de parler du lithium, c'est que le déploiement des renouvelables, aussi bien du point de vue photovoltaïque, éolien, les électrolyseurs qui peuvent être nécessaires pour l'équilibre du réseau, ça sera abordé plus tard, tout ce qui est développement du réseau lui-même, etc., les batteries, tout ça, en fait, n'a pas d'impact significatif sur les besoins cumulés en matières premières. On est au maximum sur l'aluminium, le cuivre, à environ 10-12% des besoins cumulés de l'économie française, sachant que dans notre trajectoire, on réduit d'environ 30% par rapport à un scénario de référence. Et donc, en fait, on a le message important, c'est que globalement, les actions de sobriété, de circularité ont un impact positif beaucoup plus grand que l'impact que peut avoir le déploiement des filières renouvelables. Après, il y a la question de l'électrification plus largement, et justement, en fait, plutôt que de pointer les renouvelables et des soi-disant besoins en terres rares, etc., il faudrait se focaliser sur les vrais sujets, dont le lithium pour les batteries des véhicules électriques fait partie. Et là, le chiffre, c'est quand même que je vais le vérifier pour être sûr avant de vous le dire. La consommation et la production donc de lithium a d'ores et déjà été multipliée par 10, là encore, à peu près ces 10 dernières années, et elle est vouée à augmenter via les besoins d'électrification
massive des véhicules. Alors, le lithium fait partie des métaux en général qu'on extrait avec des impacts importants. Globalement, l'extraction minière, hein, et c'est une des premières choses qu'on a essayé de regarder dans ce rapport sur le lithium, c'est quel est l'impact général de cette extraction. L'extraction minière, elle contribue à 5 des 9 limites planétaires, directement ou indirectement. Et sur ces 5, 4, le changement climatique, la question de l'eau, la question de la biodiversité, la question de l'usage des sols, sont déjà dépassés. Donc il y a évidemment une préoccupation très forte à avoir vis-à-vis de toute augmentation de l'extraction. Et sur le lithium, on peut citer parmi les phénomènes importants en termes d'impact le fait que la majorité de l'extraction vient de ce qu'on appelle les salars, donc des déserts salins, notamment en Amérique du Sud. Et c'est une extraction qui consomme et pollue énormément d'eau dans des zones qui sont déjà très exposées au stress hydrique. Donc, entre les impacts environnementaux et les impacts sociaux aussi, hein, les conditions d'extraction qui sont d'autant plus dégradées qu'il y a une pression économique, il y a une vraie préoccupation sur la quantité et sur la contribution de la France, par sa transition, au renforcement plus ou moins grand de la pression extractive. L'analyse qu'on a pu faire, c'est que quand on regarde la trajectoire de référence de la Commission européenne, on l'a regardée au niveau européen, à 2050, l'Europe, en projection à 2050, consommerait à peu près 30% de la production mondiale de lithium. Donc c'est effectivement pas tenable. Et on a regardé comment des actions de réduction de ces besoins pourraient intervenir, et ça fait directement le lien avec la sobriété, parce qu'il y a une part qui peut venir de substitution, il y a une part qui peut venir du recyclage, mais le recyclage ne peut avoir qu'un impact limité, parce que pour recycler beaucoup, il faut déjà sortir beaucoup de matière de l'économie, et comme il n'y a pas beaucoup de lithium aujourd'hui dans notre économie, il n'y a pas beaucoup de stock pour activer le recyclage, en tout cas à court terme. Et donc le levier, c'est essentiellement la sobriété. C'est la taille des véhicules qui impacte la taille des batteries, c'est les distances parcourues par les véhicules, donc ça renvoie à l'aménagement du territoire, des pratiques différentes, au report modal, etc. Et c'est le nombre de véhicules, ce qui renvoie à des actions typiquement de covoiturage. Et donc l'évaluation qu'on a faite, basée sur un scénario européen qui s'appelle Clever, qu'on a développé avec des partenaires, c'est qu'une trajectoire incluant énormément d'électrification des véhicules, puisque c'est une trajectoire de neutralité carbone, mais actionnant ces leviers de sobriété, permettrait de diviser par 2 les besoins cumulés de lithium de l'Europe d'ici 2050 par rapport aux trajectoires de référence, et de ramener notre part de la production mondiale, de la consommation de la production mondiale en 2050 à environ 10%. Donc on voit à quel point l'impact de logique, de sobriété, etc. est indispensable pour maîtriser à la fois les trajectoires de l'électrification et leurs effets du point de vue économique et du point de vue géopolitique. Alors sur le volet sobriété, en effet, il y a aujourd'hui une question qui n'est pas posée quand on parle d'électrification des usages, c'est électrifier, mais pour quels besoins ? Et c'est vrai que cette question de savoir qu'est-ce qu'on électrifie et pourquoi faire, aujourd'hui, malheureusement, elle n'est pas adressée par les pouvoirs publics. Si on parle juste de la mobilité, l'avenir de la mobilité en ville, c'est pas la voiture électrique, c'est les transports en commun, c'est la marche à pied, c'est le vélo. Il y a aujourd'hui un enjeu à ce qu'on fasse aussi du sur-mesure en termes de transition énergétique. On ne vit pas du tout de la même manière dans des métropoles urbaines que dans des territoires ruraux dans lesquels il n'y a pas d'alternative à la voiture individuelle. Donc il y a peut-être un enjeu aussi à prioriser le fait que les voitures électriques puissent bénéficier à des populations qui n'ont pas accès à des moyens de substitution. Et également, comme le disait Yves, interroger la taille des véhicules, le poids qu'ils font et aussi les distances parcourues. De rappeler qu'aujourd'hui en France, 50% des déplacements en voiture font moins de 3 km. Donc il y a aussi vraiment cet enjeu de juste adéquation en fait, entre la satisfaction du besoin et les quantités d'énergie et de ressources naturelles consommées
dont il faut parler, et aujourd'hui, malheureusement, c'est pas du tout le cas, hein. Vous savez sans doute que des discussions ont eu lieu ces dernières semaines au Parlement sur la prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie. Il n'est question que de production et jamais de niveau de consommation. Et derrière ces niveaux de consommation, c'est non seulement des comportements individuels qu'on interroge, mais ça va être surtout des politiques publiques d'aménagement qui vont principalement concerner les collectivités locales dans leurs documents de planification. Et rarement aujourd'hui, les liens sont faits entre transition énergétique, aménagement du territoire, urbanisme. Et c'est pour ça aussi qu'on est bloqué et qu'on se retrouve avec des exponentielles de consommation d'énergie. Au-delà de ça, il y a un enjeu aujourd'hui justement à repenser cette gouvernance de l'énergie, à penser aussi des réciprocités entre les territoires urbains et les territoires ruraux. On sait très bien qu'aujourd'hui, ce sont davantage les territoires ruraux que les territoires urbains qui produisent des énergies renouvelables, avec tout ce que ça peut susciter aussi de contestation dans ces territoires-là. Donc c'est comment on fait aussi pour embarquer localement sur le développement des énergies renouvelables, comment on met aussi en place une pédagogie entre ce qui est produit et ce qui est consommé, ce qui aujourd'hui existe assez peu finalement. Et comment également on donne à voir l'efficacité des process, des moyens de déplacement, de chauffage qui sont électrifiés. Alors c'est très bien d'électrifier pour décarboner, mais si demain on a un parc de logements ou de bâtiments qui est toujours aussi mal isolé, ça ne va pas servir à grand-chose et ça va rendre les choses extrêmement inefficaces. Donc il y a aussi toute cette réflexion à avoir, et puis d'intégrer aussi le développement d'un certain nombre d'usages qui jusqu'à présent n'étaient pas forcément identifiés dans les scénarios de prospective énergétique. Dernièrement, le développement de l'intelligence artificielle générative, ça dans les scénarios, même les derniers scénarios ADEME, RTE d'il y a quelques années, ça n'était pas dedans. Juste pour rappeler quelques chiffres, donc c'est les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie. D'ici 2030, l'IA représentera 3% de l'électricité consommée dans le monde. Et on sait que c'est amené à se développer, donc ça donne matière à réfléchir. Et puis peut-être un autre usage qui a été mal anticipé, malgré le fait qu'on ait les rapports du GIEC qui nous alertent là-dessus depuis des années, c'est le développement de la climatisation. Et on voit bien avec l'apparition d'épisodes de canicule de plus en plus fréquents en France, à quel point aujourd'hui la solution qui est en tout cas présentée comme étant la plus pertinente, c'est tout de suite la climatisation. Alors qu'il y aurait peut-être d'autres choses à faire, alors notamment la rénovation des bâtiments, mais peut-être aussi des moyens plus low-tech de rafraîchir les bâtiments. Et aujourd'hui, ça n'est pas du tout dans le spectre. On part tout de suite sur des solutions technosolutionnistes, avec tous les effets rebonds qui peuvent exister, puisqu'on sait que non seulement étant très consommatrice d'électricité, la climatisation aussi a tendance à réchauffer les espaces à l'extérieur et donc à renforcer le phénomène d'îlots de chaleur urbain. Donc aujourd'hui, en effet, on est un petit peu bloqué. Dans le sens où on a des récits très technophiles qui sont en train de se développer, avec en plus tout un imaginaire de conquête des ressources et même de conquête de l'espace pour aller chercher ces ressources qui se manifestent de manière très forte de l'autre côté de l'Atlantique, mais aussi de plus en plus en Europe. Et de l'autre côté, des imaginaires, des récits beaucoup plus sobres, beaucoup plus frugaux, qui ont du mal aussi à embarquer largement. Et donc nous, ce qu'on souhaite à Virage Énergie, c'est aussi plaider pour la construction d'espaces de démocratie autour de ces enjeux énergétiques et que ces espaces-là soient locaux, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes besoins d'un bout à l'autre du territoire français, le climat n'est pas le même, les moyens aussi et les potentiels de production ne sont pas les mêmes. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas ces espaces-là. Donc, en effet, la sobriété, le développement des moyens de production énergétique aujourd'hui suivent des courses qui sont un petit peu déconnectées de la réalité de vie des personnes. De rappeler aussi que c'est un peu plus de 12 millions de Français qui sont en situation de précarité énergétique. Et malheureusement, ces sujets sont aujourd'hui, à notre sens, assez mal adressés par les décideurs publics. Merci. Une dernière question pour après passer à vos questions. Dans les enquêtes d'opinion, une des dernières qui était parue au printemps, en gros, le solaire caracole en tête en termes d'image positive et d'acceptabilité. Mais pour autant, ce qui est assez surprenant, c'est dans le débat actuel, notamment t'en parlais de la programmation pluriannuelle de l'énergie,
qui n'est toujours pas sorti, qui est toujours repoussé depuis maintenant bientôt 2 ans, je pense, et qui remet de la conflictualité là où il n'y en avait plus, là où finalement le solaire et les énergies renouvelables en général sont un peu accusés de tous les maux. Donc ça coûte trop cher, c'est non pilotable, c'est responsable des prix négatifs. On est dans une surproduction ou surcapacité, ça fragilise le réseau. Alors c'était démenti avec le cas espagnol, hein. Donc effectivement c'est pas sans conséquence, on en a parlé, François-Xavier l'a dit en introduction, c'est pas sans conséquence sur l'influence que ça a sur le cadre réglementaire qui est sans cesse avec des stop and go et préjudiciable en fait à la filière, ça donne pas de perspective. Et donc, est-ce que c'est une singularité française et est-ce que, on va dire, ces idées reçues, ces attaques sont fondées ? Alors, ça fait plusieurs années que les énergies renouvelables font l'objet d'attaques. Ça a été principalement le cas de l'éolien et depuis quelques mois, le solaire en pâtit également. Cette attaque contre les énergies renouvelables, aujourd'hui, elle est extrêmement soutenue par un certain nombre de médias, qu'on pourrait juger très à droite, voire d'extrême droite, qui propagent un certain nombre de fake news, sans qu'il y ait de démenti en fait des journalistes qui rapportent ces fake news. Pour rappel, depuis quelques jours, on a la Commission de régulation de l'énergie qui sort des documents qui luttent justement en disant le vrai du faux des énergies renouvelables pour rappeler en fait la réalité des faits. Et c'est des choses qui sont aussi relayées par l'ADEME. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, le président de l'ADEME qui fait un post sur LinkedIn en disant c'est juste inadmissible qu'un certain nombre de journaux qui publient des articles qui sont mensongers sur les énergies renouvelables ne publient pas de démenti et s'interroge la déontologie d'un certain nombre de journalistes. Donc il y a aussi cet enjeu à vraiment venir dénoncer ces fake news. Et comme aujourd'hui on attend de journalistes qu'ils dénoncent des propos climato-sceptiques, voire climato-complotistes, il faudrait que la même chose se mette en place sur les énergies renouvelables. Encore faut-il avoir des journalistes qui soient formés aux enjeux énergétiques et qui soient capables de démonter ces fake news. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'en fait il y a un grand écart entre le bruit médiatique qu'on a sur les énergies renouvelables et leur responsabilité dans la dette publique de la France ou dans des problèmes de coupures électriques comme il y a pu y avoir en Espagne, et ce que nous disent les sondages. Donc juste pour rappeler quelques chiffres, donc c'est un sondage IFOP qui a été fait à la demande notamment de l'ADEME cet été sur 12 000 personnes. On a 84% des Français qui ont une bonne image des énergies renouvelables. 77% des sympathisants d'extrême droite ont une bonne image des énergies renouvelables. Donc là aussi, il y a un miroir déformant entre ce que peuvent porter comme discours des dirigeants d'extrême droite et leurs sympathisants. Les Français préfèrent l'éolien au nucléaire et plus les personnes habitent à proximité d'une infrastructure énergétique et notamment d'énergie renouvelable, plus ils ont une bonne image des énergies renouvelables. Donc ça interroge, parce que là, il y a vraiment une très grande différence entre ce qu'on peut entendre dans le discours médiatique ambiant et ce que nous disent les sondages. Nous, en tout cas, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que des projets d'énergie citoyenne arrivent à embarquer largement sur les territoires, que quand on s'investit, alors quand on investit de l'argent, mais aussi quand on s'investit dans un projet collectif, l'acceptabilité sociale est beaucoup plus grande. On voit aussi à quel point les énergies renouvelables, et notamment le solaire, peuvent être des supports d'éducation populaire, de mobilisation citoyenne sur des projets par exemple de panneaux solaires sur des écoles, à quel point ça peut embarquer une municipalité, des citoyens, des parents d'élèves et même des enfants. Donc ça c'est extrêmement mobilisateur et ça crée du lien social, et on sait à quel point c'est compliqué le lien social actuellement dans nos sociétés. Et puis on a aussi d'autres moyens, et nous il y a un outil qu'on utilise beaucoup à Virage Énergie pour justement aller à la rencontre des personnes et parler d'énergie, c'est le support du paysage. Comment l'énergie en fait a façonné nos paysages. Et on est dans une région ici où on voit très bien ce qu'on veut dire quand on parle de paysage énergétique, notamment dans le bassin minier, mais aussi la façon dont le pétrole a totalement façonné ce qui aujourd'hui est autour de nous, et comment aujourd'hui, mais aussi demain, les énergies renouvelables vont transformer ces paysages. Et en allant demander aux gens, voilà, qu'est-ce qui a de la valeur pour eux dans le paysage, à quoi ils tiennent, on peut réussir en fait à intégrer au mieux possible les énergies renouvelables.
et à venir battre en brèche un certain nombre d'oppositions qui aujourd'hui peuvent exister. Et juste pour terminer, de rappeler que depuis quelques années, la réglementation européenne et française autorise la création de communautés énergétiques, la mise en place de collectifs citoyens d'énergie, et que malheureusement, on voit que ça a du mal à prendre, que le soutien des pouvoirs publics est encore trop faible. Et quand on regarde chez nos voisins allemands, danois, belges, à quel point ça fonctionne quand on repart en fait des citoyens, quand on met en place des dynamiques locales très fortes, on se dit que là, il y a peut-être une solution pour réussir à montrer à quel point les énergies renouvelables doivent être et sont la solution pour atteindre la neutralité carbone et pas du tout un secteur qui aujourd'hui ferait perdre des milliards d'euros à la France. Et d'ailleurs, l'Allemagne a installé 15 gigawatts de photovoltaïque l'an dernier et atteint pratiquement 90 gigawatts installés, là où la France, quand je dis l'an dernier, c'est ici, 2024, là où la France a installé 4 gigawatts pour dépasser 20 gigawatts au total. Voilà, donc on a effectivement des systèmes qui sont très différents. Alors, on a vu apparaître dans le débat parlementaire de façon assez sidérante, effectivement, cet appel à un moratoire sur les énergies renouvelables, qui vient pas de nulle part. C'est notamment un expert très fameux sur l'énergie qui avait lancé cette idée il y a quelques années en disant on a déjà bien assez de nucléaire, il y a d'autres priorités que de développer les renouvelables, la rénovation, la mobilité. Et il a raison sur le fait qu'il faut faire plein de choses dans la rénovation et dans la mobilité, mais tort sur le fait qu'on n'a pas besoin de développer les renouvelables parce que tous les scénarios, on l'a déjà dit, sont hyper convergents là-dessus. Et je vous renvoie d'ailleurs comme très bonne ressource à un site internet qui s'appelle comprendre2050.fr, qui a été mis en place par le Shift Project en partenariat avec l'ADEME et Negawatt et avec une contribution aussi de RTE, et qui fait justement le panorama des scénarios de neutralité carbone et donc de la prospective énergétique et climat en France. Et il y a notamment sur ce site une page sur les 12 ou 14 enseignements convergents de ces scénarios, et l'un d'eux est qu'il faut une forte action de maîtrise de la demande, et un autre est qu'il faut un fort développement des renouvelables. Et ça, c'est des incontournables. On peut avoir le débat sur le nucléaire et graduer le développement, la relance du nucléaire ou pas, mais maîtrise de la demande et développement des renouvelables sont incontournables. Donc c'est vraiment désolant que le débat politique au niveau national et en particulier au niveau parlementaire en vienne effectivement à tourner le dos à ces constats convergents de l'expertise officielle et associative après 20 ans de développement de travaux, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, une des raisons pour lesquelles on a ce blocage, c'est qu'en fait, avant même la PPE, le gouvernement a buté depuis quelques années maintenant sur le document dont la PPE, donc la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui vise un horizon de 5 et 10 ans, doit découler, qui est ce qu'on appelle la stratégie nationale bas carbone, qui, elle, fixe la stratégie à long terme à 2050. Et normalement, dans les textes, on doit poser d'abord la SNBC, puis la PPE, et le gouvernement devait mettre tout ça sur la table pour qu'il y ait un débat et une loi de stratégie française énergie-climat adoptée avant l'été 2023. Ça, c'était l'échéance fixée par une loi précédente. Et en fait, le gouvernement n'a pas réussi à cette échéance et n'a toujours pas réussi depuis à boucler véritablement une stratégie nationale bas carbone à long terme, parce que en fait, les leviers sur lesquels il faut jouer et l'équilibre à trouver entre ces leviers semblent à un certain point incompatibles avec les arbitrages politiques qu'il veut faire. Donc on n'a pas cette vision actualisée de trajectoire à long terme. Du coup, le gouvernement s'est raccroché à cette PPE, mais sans pouvoir vraiment lui donner du sens, et a donné prise à un débat qui est devenu progressivement totalement idéologique, avec des postures pro, anti, etc., et totalement déconnecté à la fois de la réalité de l'expertise et de la prospective, mais déconnecté aussi de la réalité de l'opinion et de la réalité du terrain. Et je rejoins complètement de ce point de vue ce que disait Barbara. On a y compris des résultats moins
positifs, enfin moins forts que sur les renouvelables, des résultats positifs des enquêtes sur la sobriété, avec une opinion plus favorable que défavorable de la sobriété dans toutes les catégories de la population, en fonction de l'âge, du genre et de la catégorie socio-professionnelle et même des préférences politiques. Et on a beaucoup d'exercices de conventions citoyennes, d'exercices délibératifs à l'échelle locale qui montrent bien que lorsque les citoyens sont placés en condition de projeter ce que veulent concrètement dire les différentes solutions à l'échelle de leur territoire, comment elles peuvent créer une meilleure qualité de vie, de l'emploi, de la valeur localement, et en fait, ils adoptent et ils font des recommandations en faveur du déploiement des renouvelables, en faveur de la sobriété, en faveur de la rénovation thermique performante des bâtiments. Et en fait, on est vraiment aujourd'hui dans une situation où c'est les politiques qui ne veulent pas suivre, plutôt que l'inverse. Et on en vient du coup, avec cet effet de blocage, à une forme de pensée magique. Alors, la crise ukrainienne, la crise sur le secteur électrique français avec les problèmes du parc nucléaire à un moment donné a réactivé des vieux réflexes de souveraineté, indépendance, etc. Donc on est revenu en grande partie à un logiciel qui était plutôt celui de la fin du siècle dernier, plutôt que de se projeter. Mais aujourd'hui, l'électrification, c'est devenu une espèce de pensée magique. C'est-à-dire, en fait, ça paraît facile de projeter, d'avoir beaucoup d'électricité bas carbone à l'horizon 2050. Il suffit, et j'y mets des guillemets, de maintenir le nucléaire, de faire des nouveaux réacteurs et d'accélérer le développement des renouvelables. Et tout ça vient magiquement du point de vue des investissements, des effets sur les prix, des effets sur les filières d'approvisionnement, etc. Et donc, puisque c'est facile, on peut projeter d'utiliser beaucoup d'électricité décarbonée. Et à partir de là, électrifions tout et on n'a plus de problème. Et ça a conduit à effectivement des mécanismes où aujourd'hui on n'interroge même plus la finalité de cette augmentation de la consommation d'électricité qui est devenue, dans les narratifs, un but en soi. Et une illustration de cette dérive, c'est le discours du président de la République en lançant le sommet sur l'intelligence artificielle, justement, nouvel usage, nouvel Eldorado, nouvelle frontière du mythe, de l'abondance, etc. Il commence en disant, il dit mon ami outre-Atlantique, et je passe sur le terme ami, dit drill baby drill, je lui réponds plug baby plug. Et donc on a plein d'électricité décarbonée, donc on peut se lancer à fond dans l'IA et accueillir tous les serveurs du monde. Et en fait, si on fait ça, on va affecter le déploiement d'électricité décarbonée dont on dispose à des usages comme l'intelligence artificielle, dont on peut quand même questionner l'utilité sociale du déploiement à grande échelle, aux dépens d'usages qu'on a besoin de décarboner, comme notamment la mobilité. C'est pas magique et on ne va pas tout faire en même temps. Et donc on a vraiment besoin aujourd'hui de retrouver une vision cohérente et globale de trajectoire à long terme qui part des usages et de la priorité des besoins et qui met en face des déploiements de filières. Et je pense que c'est par ce chemin qu'on retrouvera de la sérénité et de la lucidité sur le besoin de déploiement du photovoltaïque qui est grand, qui n'épuise pas le potentiel et qui est aussi, je vais finir là-dessus, quand même une façon pour la France de ne pas passer à côté du train de la révolution énergétique qui se déploie et avance partout à côté de nous en matière de vraiment accélération des renouvelables. Est-ce que c'est, et juste j'évoquais le coût, est-ce que vous avez un repère de coût des filières, parce que c'est souvent ce qui est aussi dit, ça coûte cher, alors qu'en réalité on a notamment... Alors c'est vraiment un débat très compliqué parce que les périmètres de coûts ne sont pas les mêmes selon qu'on parle de projets déjà installés, par exemple le coût du parc nucléaire amorti ou de coûts projetés sur leur durée de vie de nouveaux projets pour des nouveaux réacteurs ou pour des projets renouvelables, sur des horizons de temps qui ne sont pas les mêmes, avec des enjeux en termes de responsabilité civile couverte ou pas par les pouvoirs publics, de filières de démantèlement et de gestion des déchets à long terme qui sont
aussi à des horizons de temps très différents et couverts de façon différente. Donc il y a beaucoup de discussions autour de ça. Et puis il y a la discussion sur le coût de production et le coût global au niveau du système électrique. En grosso modo, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que, en tout cas pour des nouveaux projets, pour le nucléaire, on se situe pour les nouveaux réacteurs dans une fourchette, on va dire, qui va de 100 à 150 euros du mégawattheure. Et je prends large pour éviter toute controverse. Et pour les meilleures filières renouvelables, on va être sur du 40 à 70 euros du mégawattheure pour des projets, disons, de ferme au sol, des projets éoliens bien maîtrisés, etc. Mais encore une fois, il peut y avoir des variations autour de ça. En gros, ce que ça dessine, c'est le fait que d'abord, évidemment, en termes d'investissement direct, les renouvelables sont aujourd'hui nettement moins chères, qu'elles sont aussi plus rapides à déployer et moins risquées pour les investisseurs. Donc le coût financier de leur déploiement est aussi moins élevé. Mais évidemment, elles impliquent davantage de besoins du point de vue du système électrique et du réseau, des besoins de déploiement de réseaux décentralisés qui vient aussi de l'électrification des usages, typiquement des besoins de recharge de véhicules, et des besoins de flexibilité, ce qui doit se rémunérer, et de stockage à différentes échelles, batterie et stockage intersaisonnier. Les projections qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que grosso modo, quand on ajoute le coût de ces solutions de flexibilité, de stockage et de déploiement du réseau au coût des renouvelables et qu'on le compare aux économies que permettent de faire sur ces besoins que permettent de faire les nouveaux réacteurs, on est dans des paysages économiques proches. Il y a beaucoup de discussions pour savoir si l'avantage est ici ou là, et ça dépend de tellement de facteurs et d'hypothèses que ces discussions ne seront pas résolues. Le point important, c'est qu'il n'y a pas un facteur 2 entre les deux visions. Et donc aujourd'hui, les renouvelables, par leur gain de productivité, semblent de nature à pouvoir couvrir les coûts supplémentaires nécessaires au bon fonctionnement du système. Vis-à-vis de ça, je vais finir, pour revenir à la planification, par dire à quel point on est en retard en France dans l'intégration de cette vision de long terme. Je prends un exemple qui est les batteries. Alors les batteries, il faut y faire attention pour les besoins lithium, etc. bien sûr, mais clairement, les pays qui sont le plus en avance dans le déploiement du photovoltaïque et de l'éolien l'accompagnent d'un fort développement des batteries. Et typiquement, aujourd'hui, au premier semestre en Californie, il y a beaucoup de jours où les batteries ont été le premier injecteur d'électricité sur le réseau californien. La France, en comparaison, est hyper en retard. On développe du photovoltaïque et de l'éolien trop lentement, mais surtout, on ne développe pas de capacité de stockage permettant leur meilleure intégration au système, et c'est un retard qu'on payera inévitablement dans l'avenir. Eh ben, merci à tous les deux. Juste une information pour aller plus loin sur le sujet. Il y a la Commission de régulation de l'énergie qui a édité une FAQ intitulée « Non, les factures d'électricité n'ont pas doublé ». Très intéressante, donc je vous invite à aller la lire. Et je crois que notamment, ils reviennent aussi sur la composition de la facture réelle, vraiment le coût aussi de production et les atouts qu'ont représenté les énergies renouvelables au moment de la crise de 2022, lorsqu'il y a eu beaucoup de centrales qui étaient à l'arrêt. Et ça en dit long quand même qu'une autorité indépendante de régulation des marchés de l'énergie doivent publier du fact-checking et le faire explicitement à l'attention des parlementaires et des médias. On va passer aux questions, il reste un quart d'heure. Merci à tous les deux. Et donc, je vais passer... Bonjour, Pierre Gouelot, Enercop Hauts-de-France. J'avais une question prospective sur les mobilités. Vous parliez de transport en commun, peut-être aussi remise en état des voies ferrées qui sont abandonnées dans le pays. Si on arrivait à faire ça, quel serait l'impact en termes de sobriété sur l'ensemble du pays? Enfin, question un peu large.
Mais quels sont vos travaux sur ce sujet-là spécifiquement? Oui, alors déjà sur l'électrification des usages, c'est important de rappeler qu'aujourd'hui, on ne sait pas électrifier le fret maritime et on ne sait pas électrifier l'aviation. Donc il y a déjà un fort enjeu à ce qu'il y ait un report modal vers le transport ferroviaire. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, on a un réseau ferré français qui est vieillissant, qui pourrait être en état de transporter les millions de tonnes qui sont tous les ans dans des camions sur les autoroutes. Mais aujourd'hui, ce n'est pas identifié comme étant une des priorités des pouvoirs publics, malheureusement, alors que là, il y a un énorme levier en fait, de réduction non seulement des consommations de pétrole, des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de santé publique et d'amélioration de la qualité de l'air. Le problème qu'on voit, notamment quand on parle de ces questions énergétiques, c'est souvent une vision en silo. Et aujourd'hui, ce qu'on constate à l'échelle locale, mais aussi nationale, c'est qu'il y a un manque de vision systémique, en fait, de la façon dont la décarbonation de certains secteurs peut contribuer à une décarbonation beaucoup plus globale, avec des co-bénéfices aussi générés à côté qui sont extrêmement importants. Si on prend juste une lecture qualité de l'air, il est clair qu'on a tout intérêt à aller vers davantage de fret ferroviaire. Malheureusement, aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, la priorité n'est pas mise là. On se pose juste la question des moyens de production et pas du tout de tout le champ qui pourrait exister sur la baisse des consommations en changeant des modes de transport. Et ça pose aussi des véritables enjeux au niveau des entreprises, de rappeler qu'aujourd'hui la SNCF est aussi propriétaire, je crois que c'est Géodis, qui est un des plus grands transporteurs routiers de France, et que là aussi il y a des incohérences qui font que comme on n'internalise pas le coût de l'impact environnemental et de l'impact sur la santé de ces modes de déplacement, forcément aujourd'hui c'est plus rentable d'utiliser du fret routier que du fret ferroviaire. Ouais, j'ai pas de chiffres en tête malheureusement à vous donner. J'ai pas révisé cette partie du scénario Négawatt, mais je vous renvoie à la fois au site de l'association Négawatt sur le scénario et encore une fois à comprendre 2050.fr qui a aussi des pages sur ce que racontent les différents scénarios en termes d'évolution de la mobilité. Clairement, le report modal vers le ferroviaire, moyennant tout ce que vient de dire Barbara, de réinvestissement, d'entretien et de priorité à lui donner, peut aussi bien du point de vue du fret que du point de vue de la mobilité avoir un effet significatif avec peu d'impact à l'augmentation sur les consommations d'énergie au passage, parce que c'est un mode, il faut le dire, très efficace de transport et de déplacement et décarboné puisqu'il est électrique. Mais clairement aussi, on ne peut pas projeter une bascule de l'automobile vers le ferroviaire et donc comme le dit Barbara, il faut repenser globalement notre système de transport. Et le repenser globalement, ça veut dire non seulement penser au déploiement d'alternatives, c'est les liaisons ferroviaires, c'est les liaisons en car ou en bus, c'est là où c'est faisable, c'est des lignes de covoiturage, là où on est une maille trop fine pour que les solutions de transport collectif classiques soient rentables. C'est les infrastructures cyclables pour permettre un report vers les mobilités douces de façon sécurisée et confortable et désirable. Mais c'est aussi d'assumer le recul du transport routier. Et c'est ça qui manque en fait aujourd'hui fondamentalement dans les politiques. Le débat et je dirais presque le délire sur la 69 en est une illustration criante. Les pouvoirs publics, y compris au niveau local, n'ont pas renoncé à ce logiciel selon lequel le développement économique passe par plus de transport routier. Et donc, tant qu'on ne renoncera pas à ça et qu'on n'organisera pas une forme de décrue du volume de transport routier de personnes et de marchandises, on pourra pousser autant qu'on veut les solutions alternatives, mais on n'atteindra pas les objectifs. Oui, Jean-Marie Caille, donc de l'association Solaire au Nord, depuis une vingtaine d'années. Donc j'ai bien apprécié que vous ayez tous les deux parlé
la sobriété et insister là-dessus. Mais je voudrais intervenir sur le stockage, parce qu'on a beaucoup parlé des batteries et du lithium en particulier. Mais qu'en est-il de l'hydrogène? Est-ce que ça vous semble une filière pertinente et est-ce qu'il y a un avenir qu'on peut dessiner là-dessus? Merci. Vaste question. Alors, la production décarbonée d'hydrogène est quelque chose qu'on a dans tous les cas besoin de développer indépendamment du système énergétique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, une part importante des émissions de gaz à effet de serre en France et en Europe vient de la production d'hydrogène pour des besoins industriels, hein, les filières ammoniac, etc., donc y compris des besoins pour l'agriculture in fine. Elle passe par le craquage de méthane, c'est-à-dire qu'on extrait du gaz naturel pour faire de l'hydrogène en libérant au passage du CO2. Donc on a besoin d'une filière décarbonée de production d'hydrogène pour ces usages-là, même si ces usages aussi à terme peuvent être réduits. Et à partir de là, ça justifie de mettre en place des électrolyseurs et de développer cette filière. Et si on développe des électrolyseurs, alors ça peut venir en contribution aux besoins de stockage intersaisonnier, notamment du système électrique, puisqu'on va pouvoir stocker l'énergie sous forme de molécules dans des installations dédiées. C'est pas simple, c'est pas trivial, et ça serait trop coûteux si on ne le faisait que pour les besoins du système électrique, mais justement, si ça vient en production ou fonction secondaire du développement d'une filière hydrogène décarbonée, ça vient renforcer le modèle économique. Donc notre vision, c'est qu'on a besoin de ça, qu'on a aujourd'hui les briques technologiques pour le faire, qu'on peut associer ça également à des filières liées à toute la partie méthanisation, méthanation, etc. Donc il y a des écosystèmes industriels à trouver derrière ça, mais à condition, là encore, de bien le poser en termes de prospective et de besoin. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ce qui tire l'intérêt pour la filière hydrogène, c'est plutôt l'idée d'en mettre dans des bagnoles, dans des camions ou dans des trains, voire pour certains dans des avions ou des bateaux, ça serait une solution à long terme, etc. Avec des promesses assez extravagantes. En fait, cette dynamique-là, elle est délétère à deux niveaux. D'abord, elle conduit à des projections beaucoup trop optimistes, y compris dans les projections de la Commission européenne au niveau européen, par exemple. Donc il y a une espèce d'appel d'air, une bulle de la filière hydrogène qui va forcément se dégonfler et générer des déceptions et des effets, là encore, de stop and go. Et puis, par ailleurs, elle ne part pas d'une bonne analyse des besoins, puisqu'elle cherche à développer cette filière pour répondre, y compris territorialement, à des besoins qui ne sont pas les vraies priorités. Donc, encore une fois, le même problème. Si on n'a pas de vision globale, systémique, d'une bonne planification de tous ces développements pour bien affecter les soutiens financiers et les priorités d'investissement, on va dans différents murs. Et donc voilà où on en est aujourd'hui sur l'hydrogène. Oui, bonjour. Donc, je voudrais parler d'un sujet qui est très peu abordé. J'ai 68 ans, je viens d'être diagnostiquée électrosensible. Donc, on accumule l'électrosensibilité avec les années. Et j'ai fait, parce que je cherche des solutions par rapport à mon électrosensibilité, donc je viens de finaliser un diplôme de géobiologue professionnel. Je ne compte pas exercer dans ce métier dans la mesure où 68 ans, voilà, j'ai fait ma part. Je travaillais dans le médical. Nous allons tous devenir électrosensibles et je suis pour le photovoltaïque. J'ai un camping-car, j'ai installé un panneau solaire, j'ai batterie lithium. Je compte déménager et installer du photovoltaïque chez moi. Mais pour moi, il faut absolument qu'on
qu'on trouve des systèmes pour contrer ces ondes électromagnétiques, parce qu'il y en a beaucoup dans le photovoltaïque. Il y a des solutions et je trouve que vous devriez travailler avec des partenaires comme des géobiologues. Voilà, il y a des solutions, c'est testé avec des appareils. Et bon, je sais que c'est un sujet que vous connaissez certainement pas, mais je pense que les personnes qui veulent installer du photovoltaïque doivent se pencher sur ce sujet aussi. Voilà, notre santé sinon est en danger. C'était pas forcément une question, plutôt une information. Tu voulais intervenir aussi? Oui, vous avez fini? Oui, c'est bon. Okay. Oui, bonjour, Fabien Gauthier de l'association Interface Europe Direct. J'ai une question sur ce que peut faire la Commission européenne en termes de promotion du solaire. Là, je regardais, apparemment, il y a eu la création de l'Académie solaire européenne en juin 2024, qui était donc une académie pour doter, renforcer les acteurs du solaire qui aimeraient s'engager dans ce champ-là. C'était dans le cadre d'un projet d'énergie zéro net, comme la Commission européenne appelle ça, une directive. Est-ce que vous avez entendu parler de cette académie du solaire? Et si oui, qu'en pensez-vous? Alors, honnêtement, non. Et je me dis que je devrais, puisque Negawatt travaille quand même depuis 3-4 ans maintenant pas mal à l'échelle européenne. On suit l'évolution des textes et des directives, mais je ne connais pas cette Académie du solaire en tant que telle. Enfin, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a au sein du GRC, donc l'organisme communautaire de recherche sur les sujets énergie notamment, il y a pas mal de travaux autour des filières photovoltaïques et solaires. Et il y a clairement au niveau européen un soutien et une volonté de soutien aux filières, aux nouvelles filières renouvelables, voilà, qui s'exprime par les objectifs européens fixés, ceux de 2020 que la France n'a pas tenus, mais ceux dans lesquels s'inscrivent les États aujourd'hui. Il y a, voilà, c'est une dynamique qu'il faut entretenir. Oui, après, tout ce qui est conditions de mise en œuvre, etc., les formations de professionnels, avec le photovoltaïque, on est quand même sur des choses très localisées. Donc, je pense que ça relève plutôt d'une intervention décentralisée par les collectivités avec un cadre national et éventuellement un cadre européen qu'une impulsion directement européenne. Là où l'Europe a un rôle à jouer, et là ça rejoint des textes en cours de discussion ou de mise en œuvre sur la réindustrialisation, c'est sur la relocalisation en Europe de filières de production de panneaux photovoltaïques, parce que là, il y a un déficit très clair qui est pas du tout insurmontable. C'est vraiment une question de volonté politique et de visibilité à long terme et de financement. Et ça serait évidemment très important pour notre souveraineté. Mais voilà, j'identifie ni d'objets très précis, iconiques au niveau européen de soutien aux filières photovoltaïques, ni de besoins particuliers. Mais c'est sans doute plus un manque de réflexion de ma part sur le sujet qu'autre chose. Alors, il est 10h15, j'ai vu encore au moins 4 mains levées, normalement c'est la pause. Alors je propose de prendre une dernière question et après, au moment de la pause, plutôt échanger avec les intervenants. Je suis désolé, c'est un peu frustrant, mais... Bien. Alors je m'appelle Hubert Capel, donc je suis maire de ma commune, une petite commune rurale, vice-président en charge du plan climat au sein du pôle métropolitain du Grand Amiénois. Alors je relis, je viens de voir qu'on n'a pas atteint nos objectifs. Bon, je rappelle qu'au sein du pôle métropolitain, je fais partie des commissions des espaces naturels et forestiers. Et donc, lorsqu'il y a des bâtiments industriels ou agricoles en construction,
le message que je faisais passer en début de mandat, c'est de dire surtout n'oubliez pas d'installer des panneaux photovoltaïques pour rentabiliser votre construction. Et donc ça, c'est fait, il n'y a pas de problème. Bon. Par contre, cette année, cet été, je crois que je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué, eh bien, les parcs éoliens de tout notre secteur, on ne le voit pas en photovoltaïque forcément, puisque le développement ça se développe, bien évidemment, mais un constat, entre midi et 17h le soir, les parcs éoliens sont arrêtés parce qu'on est en surproduction. Alors là, je me dis, j'ai conseillé aux gens d'installer des panneaux photovoltaïques, ils produisent, ils vendent évidemment sur leur réseau leur production, et puis à côté de cela, eh bien, on veut développer les énergies renouvelables, entre autres l'éolien. Et puis le constat, c'est de me dire, mais non, d'une pipe, est-ce qu'on ne met pas la charrue avant le bœuf, puisqu'on produit sans savoir si on va consommer. Et bien évidemment, l'été, on consomme moins que l'hiver. Donc aujourd'hui, je m'interroge. À partir de là, vous avez dit tout à l'heure très justement, il faudrait pouvoir envisager le stockage. Pour l'instant, on l'étudie, c'est vrai, on va peut-être pouvoir le développer. Ça, c'est important. Mais je m'interroge, je me dis, encore encourager le photovoltaïque, pourquoi pas? Bon, en plus, ce que vous avez évoqué aussi, c'est que les panneaux, ils viennent de où généralement? Ils seraient, bon, évidemment, les entreprises françaises vont s'y intéresser, j'allais dire, les développer en France. Mais je veux dire, est-ce que il ne serait pas bon de faire une petite pause pour éviter de surproduire alors qu'on n'arrive pas à avoir la consommation? Je dis bien pendant l'été, et c'est bien évident l'été. Voilà, c'est ma question. Yves, excuse-moi, juste avant la table suivante, on va parler équilibrage du réseau, prix négatif. Donc il y a une partie de la réponse qui va être apportée juste après. Oui, je t'en prie, réponds. Je vais pas du tout rentrer dans les logiques d'équilibrage du réseau, mais merci de votre question qui pointe des choses qu'on a soulevées en matière d'incohérence dans la vision globale du système énergétique et de son évolution. Le premier élément de réponse à court terme, c'est ce que j'évoquais sur les batteries. Les pays qui sont en avance dans le déploiement des renouvelables et en particulier du photovoltaïque déploient parallèlement de façon importante des batteries. Pourquoi? Parce que tout simplement, la production du photovoltaïque, elle est assez prévisible quand même. On parle toujours de son intermittence, etc. Nous, on l'appelle variable prévisible. Elle est très variable, mais elle est très prévisible. Et si vous mettez des batteries, vous l'étalez très facilement sur 24 heures. Et donc, si on étale la production photovoltaïque sur 24 heures, on évite les phénomènes de pointe de production du temps de midi qui posent des problèmes sur l'éolien, qui posent des problèmes sur le parc nucléaire. Le parc nucléaire français est obligé de moduler de plus en plus et ça pose d'abord un problème économique de rentabilité de la production et ça commence à poser des problèmes techniques. Donc on a un intérêt majeur, si on veut développer les renouvelables, à lisser leur production pour commencer. Et puis ensuite, dans la vision de long terme, pourquoi il ne faut pas arrêter le déploiement des renouvelables? Parce qu'en fait, arrêter le déploiement des renouvelables, ça repose sur l'idée qu'on a un parc nucléaire qui est là et que tant que la consommation d'électricité n'est pas plus importante, on n'a pas besoin de les développer. Mais ça, en fait, ça renvoie à la pensée magique que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est considérer qu'un jour, si on a besoin de plus d'électricité, on pourra en produire plus, et que dans le même temps, on pourra gérer indéfiniment le pilotage du parc nucléaire. Le parc nucléaire, on sait tous qu'il est condamné comme n'importe quel moyen de production à fermer à un moment donné, et on sait surtout qu'on a un effet falaise devant nous, parce qu'il a été construit en un temps relativement court, et qu'il va probablement falloir fermer beaucoup de réacteurs en un temps relativement court. Et donc si on continue à dire on a plein de réacteurs donc tout va bien, et à pousser la consommation d'électricité, on va se retrouver un jour où on va avoir un sacré problème d'arbitrage entre devoir fermer les réacteurs pour des raisons de sûreté parce qu'ils seront considérés trop vieillissants, ou les maintenir pour garder notre sécurité électrique. Donc développer les renouvelables aujourd'hui, en fait, c'est un moyen de ne pas insulter l'avenir et de se donner la capacité de piloter l'évolution de la trajectoire nucléaire plutôt que de subir des conséquences de décisions qui ont été prises dans les années 70.
Et moi, je pense que même si ça représente un surcoût en investissement à court moyen terme, du fait de cette surcapacité temporaire, c'est un investissement très profitable dans le long terme, du fait des risques auxquels nous expose de ne pas le faire. Ok. Eh ben, merci. Ah, mais on va en parler justement à la table ronde suivante avec Enercop notamment et Énergie Commune. On fait une pause de un petit quart d'heure, on a pris 5 minutes de retard et on se retrouve ici à nouveau. Merci. Vous pouvez les applaudir.